Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, rescapée du burn-out, experte en alignement et fondatrice de Pourquoi pas moi. Dans ce podcast, tu découvriras des témoignages authentiques, sans coupe, de celles et ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Pourquoi pas moi, c'est aussi le bilan de compétences et de besoins, le raccourci pour t'aligner avec tes besoins, comme mes invités. Une véritable méthodologie finançable avec ton CPF qui a reçu le premier prix du magazine Psychologie. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Quel plaisir de recevoir aujourd'hui Marie dans le podcast Pourquoi pas moi. Après une brillante carrière dans l'audit, mais où son corps lui parlait très très fort, Marie décide qu'elle doit changer. Elle envisage au début un léger changement de cap, mais suite au bilan de compétences et de besoins de Pourquoi pas moi, elle ose s'aligner et devenir experte en organisation du temps. Elle s'est lancée il y a 2 ans et demi et vit de son activité aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marie Chevalier. Bonjour Marie, Bonjour Charlotte. est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Oui, alors l'objet que j'ai choisi, c'est un objet purement personnel. C'est une tasse que j'ai ramenée d'un de mes voyages en Suède. Donc je suis fan de la Suède, j'ai fait mon Erasmus là-bas. C'est vraiment un pays où je me sens bien, je me sens à l'aise, particulièrement l'été où il y a un climat agréable. Et c'est une tasse que j'aime beaucoup regarder tous les matins quand je prends mon café. Et c'est aussi un moment que j'aime beaucoup dans ma journée, ce moment où on fait une pause, on s'arrête de travailler et juste on profite pendant 5 minutes d'un petit café. Trop chouette, justement, l'organisation du travail, c'est ton sujet de Oui. prédilection maintenant. Avant que tu nous racontes tout ça, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi? Alors j'ai grandi à Angers, dans une ville moyenne qui fait partie d'ailleurs des plus belles villes, dans lesquelles il faut habiter, selon beaucoup de sondages. Donc c'est une ville qui est très agréable. J'ai vécu en périphérie dans une maison, dans une famille très nombreuse puisqu'on est 5 enfants et je suis l'aînée de la fratrie. On est 4 à être nés à peu près en 10 ans, donc vraiment très rapprochés et j'ai un petit frère avec qui j'ai 16 ans d'écart. Et donc c'était une famille, très très présente, beaucoup de bruit, beaucoup d'enfants. Ma mère était mère au foyer, donc on était vraiment tout le temps tous à la maison, voilà un petit Et peu. un gros enjeu d'organisation, j'imagine, dans la maison quand il y a autant d'enfants. Il y a pas le choix. Sur, Ouais. déjà, je sais même pas comment elle a réussi à jongler entre tout ça, mais c'est vrai que c'était obligatoire, oui. Et toi, en tant qu'aîné, du coup, t'avais un rôle, j'imagine, un peu particulier. Sur la toute petite enfance, je me souviens plus exactement. Après, j'étais quelqu'un d'assez calme et je demandais pas forcément beaucoup d'attention. Donc là-dessus. Et par contre, sur mon petit dernier, avec 16 ans d'écart, forcément, j'étais très présente avec lui et assez souvent, on me prenait d'ailleurs pour la petite maman adolescente plutôt que la grande sœur. Mais oui, avec lui, j'étais très présente. Oui. Et quand tu étais une petite fille, c'était quoi tes rêves? J'ai pas vraiment de souvenir de rêve, c'est ça qui est un petit peu étrange, même quand je demande à ma maman ce que je voulais faire par exemple plus tard, elle se souvient pas particulièrement de choses. Je voulais juste grandir, j'aimais beaucoup de choses, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup faire des activités manuelles, des choses comme ça, mais après j'avais pas de grands rêves que, en tout cas, j'exprimais, dont je me souviens, aujourd'hui. Et tu te disais, et tu fantasmais un futur professionnel ou pas nécessairement? C'est venu un petit peu après, plutôt vers l'adolescence et c'est à partir du moment où on a fait le stage de quatrième ou troisième, je sais plus exactement, où Troisième, j'ai ouais. fait, dans une crèche en tant qu'assistante maternelle et à partir de ce moment-là, je voulais devenir, assistante maternelle dans une crèche, donc avec une carrière, très courte, hein, où à partir de 20 ans on travaille et j'imaginais dès 20 ans avoir déjà, un métier, une petite maison avec, une famille. Donc c'est pas du tout ce qui Ouais, s'est passé ce qui après. s'est passé. Sachant que ton papa, donc ta maman était mère au Oui. foyer, et ton père? Mon père, il était ingénieur, il est toujours, là, il est à la retraite depuis 2 mois, mais il était ingénieur pour l'armée. Ok. Donc un métier où il travaillait, enfin, il partait assez tôt le matin, il nous emmenait à l'école, mais après il partait et il revenait assez tard. Donc c'était deux rythmes de vie pour lui et pour elle complètement différents. Et donc tu nous disais que ça n'a pas été du tout la trajectoire. Ça s'est passé comment, du coup, pour toi, des études? Alors, au moment de la terminale, quand on fait ses choix post-bac, ou quelques semaines avant de faire nos choix, j'ai eu une discussion avec mon père qui m'a dit, honnêtement, je te vois pas exactement dans ce métier-là. Et quand je regarde ce que tu fais à l'école, ce que t'aimes enfin, comment t'es au quotidien, je te verrais plus dans la partie gestion d'une entreprise. Chose qui était un peu inhabituelle pour moi. Je connaissais pas vraiment ce secteur-là parce que quand on est à l'école, on ne connaît pas. Et donc j'ai commencé à me renseigner. J'ai trouvé ça super intéressant. Et donc je me suis inscrite un peu sur presque un coup de tête, hein, parce que c'était à la fin de l'année terminale.
sur des parcours pour devenir du coup dans la gestion. Donc c'était à la fac de gestion, j'avais fait une prépa et une faculté de finance. Et Ok. donc j'ai fini en classe préparatoire pour rentrer dans des écoles de commerce. Et donc, tu as été prise. Ouais, j'ai été prise. Ça a Et changé complètement le plan parce que être dans ta maison à complètement. 20 ans Et et, partir euh, et, sur 5 ans et partir d'études. sur un parcours de 5 ans, et c'est pas du tout la même logique. Non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'à ce moment-là, je me suis pas rendu compte que c'était deux choix de vie complètement opposés. Et je suis vraiment partie un peu tête baissée là-dessus en se disant, bah, je vais construire mon. Je me suis pas vraiment posé de questions. Je me suis dit, je vais faire 2 ans d'études. Après, je vais rentrer en école et je vais suivre naturellement. Et c'est vraiment. Enfin, c'était naturel et presque automatique tout ce cheminement-là. Et donc, quand tu as commencé à te dire, bon, il faut trouver un travail, ça s'est passé comment? Ça a été un petit peu simplifié dans le sens où en école de commerce, on a une année complète où on doit faire une année de césure, où on doit faire 2 stages de 6 mois ou un stage d'1 an. Et donc, en fait, cette question-là, elle s'est posée dès cette année-là, où c'était qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc, j'aimais beaucoup tout ce qui était finance, donc je me suis finance, gestion, tous ces milieux-là, et donc je me suis orientée vers du contrôle de gestion. J'avais fait déjà à l'époque des entretiens pour de l'audit financier, puisque c'est un métier qui m'intéressait bien et qui ouvre beaucoup de portes, parce que je savais toujours pas exactement ce que je voulais faire, donc ça me laissait les portes ouvertes. Et j'ai été refusée sur tous mes stages pour de l'audit financier. Et par contre, j'ai trouvé des stages en contrôle de gestion, donc j'ai commencé là-dedans. Ça a été vraiment très compliqué. À l'époque, j'ai vraiment eu des grosses difficultés alors que j'avais une école assez bonne dans la région qui était connue. Mais il y avait très peu de postes. Et pareil, en sortant d'école, j'ai réessayé de trouver un emploi, mais j'ai pas trouvé en contrôle de gestion un emploi qui était suffisamment intéressant pour moi dans le bon secteur et surtout qui me permettait de rembourser mon prêt étudiant, qui était quand même Ça veut assez dire conséquent. quoi, le bon secteur pour toi? C'était à la région lyonnaise, Ok. dans le secteur géographique. Je m'étais limitée à ça et je voulais éviter d'aller parce que c'était un petit peu Paris ou Lyon pour avoir les postes les plus intéressants et donc je voulais pas à Paris. Et donc c'était Lyon. Et au mois d'août, donc enfin, mon prêt étudiant commençait en septembre. Donc j'avais cette échéance-là où j'avais à payer mon prêt. Et donc en août, j'ai eu un appel pour rentrer chez EY ou via une connaissance. Et donc c'est là où j'ai eu mon CDI, mais c'était vraiment en toute dernière minute et je commençais à désespérer de trouver quelque chose. Donc c'est vraiment parce que la porte était ouverte et je suis rentrée sans vraiment trop vouloir y aller, mais c'est comme ça Et que ça donc, s'est ce fait. poste, c'était de l'audit. Là, pour le coup, c'était de l'audit. Oui, du coup, je commence directement auditrice financière. Donc, regarder, certifier les comptes des entités, avoir plusieurs entreprises dans un portefeuille, aller sur place, etc. Dès le Et début, ouais. t'as quel âge? À l'époque, Ouais. 25 ans, il me semble. 23. Et, et comment tu le vis, le fait, parce que je sais que j'ai déjà interviewé des personnes qui étaient dans Mhm. l'audit ou connu des gens qui étaient dans l'audit, et parfois il y en a certains qui me disaient qu'ils avaient un peu un syndrome de l'imposteur parce que tu te retrouves quand même très jeune à devoir valider des comptes et émettre un avis. Pour toi, ça s'est passé comment? Ça s'est fait assez naturellement. En fait, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir. On était par équipe, par dossier, et c'était d'avoir une bonne équipe, donc un bon chef de mission avec moi. Et en fait, je le voyais plus à cette échelle-là. Je le voyais à l'échelle de qui est au-dessus de moi, est-ce que je lui fais confiance pour qu'on travaille ensemble. Et comme à chaque fois, j'avais des personnes avec qui j'aimais bien travailler, je voyais que mon petit secteur. Et par contre, ce côté-là est arrivé un peu plus tard. Est arrivé au moment où je suis partie, où là, j'avais plus de responsabilités. Et donc, c'est plus à ce moment-là que j'ai senti un syndrome de l'imposteur en me disant, mais en fait, je me sens pas capable à la fin de faire ce qu'on me demande. Alors que oui, puisque j'avais toute la formation, mais ce syndrome-là est arrivé beaucoup plus tard. Et est-ce que tu crois que ce syndrome-là, c'était lié plus au fait que tu n'en pouvais plus ou parce que tu n'avais pas les capacités? Ouais, je pense que j'en pouvais plus, ça c'est possible. Et les capacités, au final, je pense qu'avec l'expérience, je l'avais. Et puis, encore une fois, on n'est pas seul, on est une équipe. J'avais encore quelqu'un au-dessus de moi qui était là, qui était présent. Donc, il y avait peu d'erreurs possibles, parce que c'est quand même des grosses entreprises avec des gros processus, des gros systèmes. Tout est fait pour que, justement, il n'y ait pas ce problème-là ne soit pas là. Et donc, du coup, tu rentres, donc tu commences juste après tes études et Oui, donc de tu nature. gravis les échelons. Ça se passe, comme Ouais. tu disais, de façon naturelle. Tu te projetais du coup à évoluer dans cette entreprise. Est-ce que tu te posais des questions? C'était quoi le mood du moment? Le jour de ma rentrée dans cette entreprise, quand je suis rentrée dans les locaux, en fait, il y avait des staffs pour, enfin vraiment des open space
pour les juniors et les chefs de mission, les seniors et il y avait les managers qui étaient dans un petit bureau à 4. Et quand je suis rentrée, je me suis dit: «J'irai au moins jusqu'au moment où j'aurai mon petit bureau». Donc c'était à peu près 5 ans, je me voyais, 5 ans, mais en me disant: «Je veux quand même y aller année par année», parce que chaque année, on passe d'un grade à l'autre, donc on change de poste et donc je m'étais dit: «Idéalement, je reste 5 ans». En plus, c'était le temps de mon prêt, ça on revient toujours quand même à ce sujet-là aussi et je voulais avoir ce fameux bureau, donc c'est un peu je m'étais dit: 5 ans, c'est pas mal. La plupart des personnes restent 2 3 ans, donc moi, je me voyais quand même un petit peu plus long pour avoir, encore plus de choses à voir donc c'est ce que j'ai réussi à faire, en tout cas. Et comment ça s'est passé du coup ce job? Au début, tu étais épanouie? Bah, dès le début, ça m'a plu parce que c'était vraiment un métier où on voit beaucoup de choses, beaucoup de personnes et ce qui est bien fait, c'est que c'est vraiment par échelon. Donc on commence par des tâches qui sont assez simples, on est très encadré et petit à petit, on est de moins en moins encadré, on est de plus en plus autonome, on a des tâches de plus en plus complexes. Donc ça m'a vraiment intéressée et en plus, la chance que j'avais, c'est que j'avais un portefeuille de clients qui était intéressant avec des petites entreprises, surtout au début, avec qui j'étais très proche de mes clients. Et j'ai eu la chance de les garder pour certains pendant 5 6 ans, donc à la fin, on a une relation qui est hyper intéressante et donc c'était vraiment bien de progresser toujours, petit à petit. Ouais, étape après étape. Et Et, ça et, et ton corps, à quel moment ton corps a commencé à te parler? ce qui est étrange, c'est que dès la première année, dès le début, parce que, ce qui était justement génial, c'est qu'on voyait plein de clients, plein de choses différentes, mais c'est aussi ce qui était un peu compliqué, c'est que toutes les semaines, surtout la première année, toutes les semaines, on va avec une nouvelle équipe et avec, un nouveau client et en plus à l'époque, c'était avant le covid, donc on allait sur place toute la semaine et donc si jamais j'étais en déplacement, c'est aussi j'allais dans une nouvelle ville, dormir ailleurs qui était pas chez moi et donc en fait, c'était vraiment ce côté-là où toutes les semaines, c'était la découverte complète dès la première année. Donc la deuxième année, au contraire, ça allait mieux parce que je savais j'allais chez les mêmes clients avec les mêmes équipes, mais la première année, c'était stressant et donc dès la première année, j'avais des difficultés de sommeil finalement. Ouais, toi, ton corps parce que bon, pour chaque personne, son Ouais. corps s'exprime différemment. Toi, le signal, c'est le sommeil. Oui, moi, c'est le sommeil et ça l'a été même plus tôt, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà des difficultés de sommeil. Dès qu'il y a des moments stressants ou des moments où j'étais pas très à l'aise ou alors des moments où ça se répétait très souvent, c'est via le sommeil que ça se voyait et là, oui, dès le début, j'ai senti que, ce côté-là de changer systématiquement, surtout la première année, ça représentait vraiment un gros changement et je l'ai même vu, c'était vraiment au tout début de l'année, après ça s'est légèrement calmé. Alors, on va juste préciser ce que c'est que le sommeil, parce qu'il y en a qui, par exemple, tu vois, moi, je sais que quand j'ai fait mon burn-out, la nuit, je dormais, mais le Mmh. matin, je me réveillais comme si j'avais pas dormi. Oui. Toi, c'était quoi, du coup, quand tu dis que tu avais des troubles du sommeil? Moi, c'était des difficultés d'endormissement. Mm. Donc je mettais beaucoup de temps à m'endormir et je me réveillais en pleine nuit en ayant du mal à me rendormir. Donc c'était surtout ça et ça a été sur certaines périodes où j'étais tellement fatiguée que le lendemain, je me sentais pas capable de prendre une voiture de location, par exemple et de conduire parce que je savais que j'étais trop fatiguée. Ouais. Parce Et que il f quand, et quand je dormais, par contre, je dormais, pleinement, mais et j'avais aussi un petit peu de somnambulisme, ce que je peux faire des fois, enfin ce que j'ai fait enfant, très souvent. Donc c'était aussi ça. Donc je savais que même quand je dormais, finalement, c'était pas très réparateur non plus. et quand, du coup, tu prenais ta voiture de loc et tu disais, mais en fait, je suis pas capable de conduire, il se Mmh. passait quoi dans ta tête? Bah, ça m'est arrivé, une fois où j'étais vraiment très fatiguée et donc j'ai dû m'arrêter pour faire une sieste sur le côté de la route parce que ça je sentais que c'était pas possible et après comme on était en équipe, en fait, c'est que je demandais aux autres personnes de conduire, tout Ouais. simplement. Mais tu avais la conscience que c'était pas normal Je me à cette rendais compte, époque-là? mais je me disais: ça va passer» et effectivement ça passait parce que l'audit, c'est très cyclique, donc il y a des périodes où c'est très intense, notamment janvier, février, mars où c'est très, très intense, donc là, je savais que c'était normal, mais après sur mai, juin, ça allait mieux. Juillet, ça dépendait des années, mais donc il y avait aussi ce côté où, bah, ça va passer, effectivement ça passait et après ça allait mieux et le beau temps ensuite, revient aussi, on va pas en vacances, on est un peu mieux, donc il y avait aussi ce côté où même si je me rendais compte que c'était pas normal, en fait, c'était normal sur cette période-là. Ouais, et c'était normal Mmh. par rapport à ce qu'on expliquait que c'était normal dans ce milieu de Aussi, travail. exactement. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit, j'en peux plus? Ça a été vraiment long pour m'en rendre compte, surtout que sur la fin, justement après c'est surtout les premières années et après justement j'ai eu cet électrochoc où je me suis dit: «Ça c'est plus possible» et en fait c'était soit et c'était bien avant, c'était vers, ça faisait 4 5 ans que j'étais là-bas.
soit je partais en arrêt maladie parce que vraiment c'était plus possible, soit je démissionnais parce que j'aimais bien quand même ce que je faisais, soit je trouvais une solution. Et c'est là où je suis rentrée dans les sujets d'organisation et de gestion du temps. Et donc j'ai mis en place beaucoup, beaucoup de choses moi de mon côté pour justement alléger ça. Et après avoir mis en place tout ça, déjà j'ai mieux dormi. Ça veut Donc dire quoi, ça du m'a coup, aidé. concrètement, l'organisation la gestion du temps? Déjà, moi concrètement, ce que j'ai commencé à faire, c'est avoir une vision sur ce que je dois faire. Parce que j'en avais partout, je gardais tout dans la tête. Et en fait, c'est ça aussi qui me réveillait en pleine nuit en me disant, mais est-ce que j'ai envoyé le rapport? Est-ce que j'ai bien eu la réponse pour telle question, etc. Et donc commencer à tout mettre sur papier, tout écrire et avoir une énorme liste, mais par contre où je sais que mon cerveau, il est plus du tout enfin, mes pensées sont plus et tout est posé sur un papier. Ouais, Et on rien que dit, cette petite action, je me permets de te couper, on oui, dit, enfin, les scientifiques disent que le fait de décharger son cerveau en l'écrivant, oui, il y a vraiment un effet sur le cerveau qui fait que, exactement. on se sent mieux, quoi. Mais rien que ça, en fait, ça c'était la première chose qui m'a complètement changée et ça m'a permis de. Alors j'ai eu encore des fois où je me suis réveillée parce qu'il y avait des moments de stress, mais qui étaient pour moi plus compréhensifs. Par contre, cet hyper stress énorme qui m'empêchait de dormir, il a complètement été déchargé avec cette méthode-là. Et après, j'ai mis en place pas mal de choses, par exemple d'enlever les notifications, enfin essayer d'alléger justement tout ce flux d'informations continu, à la fois en pro et en perso, et commencer à réduire. Ce qui fait qu'à la fin, quand je suis partie, au niveau de la charge de travail, elle était quasiment aussi importante, hein, je faisais quand même des bons horaires. Par contre, je travaillais plus le soir, je travaillais plus le week-end. Et surtout, je travaillais plus dans ma tête, en fait. Une fois que j'avais fermé mon ordinateur, j'avais fermé aussi mon travail, mon cerveau, tout, et je pouvais passer à autre chose. Et ça a été vraiment, vraiment bénéfique. Et donc, quand je suis partie, c'était plus exactement pour les raisons d'épuisement total, comme ça a pu être le cas à la fin, parce que j'avais réussi à mettre des choses. Par contre, j'avais quand même envie de réduire ma charge de travail, de passer moins de temps au travail, et ça restait quand même un travail très prenant au niveau de la tête, mais juste pas autant que ça a pu être les premières années. Quand du coup, tu as pris contact avec Pourquoi pas moi pour pouvoir faire le bilan de compétences qui s'appelle maintenant le bilan de compétences et de besoins, parce que c'était en 2022, donc ça, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué depuis. À cette époque-là, ton envie profonde, c'était de te reconvertir, mais tu ne savais pas, tu avais quelques idées. Mm. Ce qui m'a vraiment plu à l'époque, je me suis dit, en fait, j'ai fait justement tout ce parcours un peu automatiquement. Et j'ai été dans des environnements où on est un peu très normé. En école de commerce, on est dans un petit microcosme où voilà, on apprend un peu à parler et à penser de la même manière pour tous. Pareil dans ce métier-là, on s'habille tous pareil, même si c'est un peu changé. On est tous à peu près de la même catégorie socio-professionnelle. Enfin, on se ressemble beaucoup et c'est ce qui est génial. C'est comme ça qu'on se fait vite des amis. Mais par contre, je suis sortie en me disant si jamais j'ai envie de partir, en fait, je sais plus vraiment qui je suis aussi moi personnellement. Donc c'était pas que une histoire quel métier j'ai envie de faire. Je voulais pas faire un questionnaire où je mettais là où j'étais bonne et là où j'étais moins douée. Et c'était vraiment aussi prendre ce côté qui je suis profondément pour savoir vers quoi je vais. Donc quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais rester quand même dans le secteur de la finance. Donc j'envisageais des postes, ce que j'avais à l'époque, contrôle de gestion, directeur financier dans des petites structures, des choses qui étaient assez naturelles quand on sortait de ce métier-là. Et puis C- rassurant aussi. c'est ça, je me disais, tous mes anciens collègues sont partis un peu dans ces environnements-là, ça se fait, je suis compétente là-dedans et On peut j'avais faire ce petit saut de case. c'était assez simple, Ouais. en tout cas c'était naturel et ça me faisait pas trop. Enfin, ça me faisait peur quand même de partir et d'aller ailleurs, mais ça me rassurait un peu de savoir je vais arriver. Donc, à l'origine, en tout cas, c'est comme ça que je partais, tout en me disant, et en plus j'avais vu une personne à l'époque qui m'avait dit, si tu fais un bilan de compétences, surtout ne te restreins pas, va le plus loin possible dans ta pensée. Et après, naturellement, une fois que la réalité que tu vas regarder, ça va en fait devenir logique. Mais par contre, n'hésite pas à dire que tu as envie de faire un métier qui est complètement impensable, quitte à après réadapter avec ce que tu veux. Ouais, l'idée, c'est vraiment de s'adapter aux besoins, c'est se dire, Exactement. de ouvrir le champ des possibles le plus large possible et puis après affiner, C'est ça. choisir en fonction du contexte et de ses besoins. Parce que je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'avais une ancienne cliente comme toi qui me disait bah voilà que, alors je sais plus quel métier elle faisait. Elle m'a dit, c'est pas le bon moment je sais que j'ai envie de me reconvertir dans un domaine artistique, c'est pas le bon moment pour moi, mais je sais que c'est ça vers quoi je veux aller, mais c'est pas, voilà, c'est toute une question de se dire est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Et si oui, est-ce que c'est le bon moment pour moi ou pas? Oui. Et donc, à quel moment, donc là, du coup, tu commences le programme, tu t'es un petit peu perdu sur qui tu es.
Tu as besoin de faire le tri. Comment ça se passe le parcours pour toi? Ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé, j'ai voulu le faire très très vite. Je crois que je l'ai fini presque en un mois ou un mois et demi, alors que c'est plus 3 mois normalement qui est recommandé. Et en fait, ça m'a directement passionnée de me reposer des questions sur moi, sur ce que je veux. Donc je prenais tous mes samedis matins à fond pour le faire. Et c'était vraiment pas à pas, mais ça m'a fait du bien de me reposer des questions, de me poser à la base. Vraiment ce que j'aime, là où j'étais douée, mais en sortant vraiment de ma tête ce métier-là qui m'avait vraiment pris, tout mon temps, et tout mon esprit pendant tant d'années et de repartir, à poser des questions, à voir un peu différemment avec des exercices qui sortaient de ce que j'avais l'habitude de faire donc moi ça m'a passionnée et j'ai adoré ce moment, un peu pour moi, c'était ouais, j'ai des bons souvenirs Trop chouette. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit, en fait, j'ai pas envie voilà, refaire ce saut de case, j'ai envie d'ouvrir quelque chose de plus grand et tu as entrevu cette reconversion? Je me souviens pas d'un moment particulier. Je crois que ça s'est fait un peu naturellement. Ou une fois que j'ai fait, je sais plus comment s'appelle l'exercice où il y avait là où on est doué, là où il y a un besoin et enfin vraiment C'est l'ikigai. voilà l'ikigai Mm. à la fin. Et c'est là où tout s'est mis ensemble et je me suis dit mais oui en fait c'est ça que j'ai envie de faire. Si jamais je m'écoute profondément et que j'écoute pas ce qu'on attend de moi ou alors ce qui est plus logique ou autre, si jamais je me laisse toutes les possibilités, c'est là-dessus que j'ai envie d'aller. Ouais, parce que pour le coup, ça avait un vrai sens pour toi parce que Oui. tu avais déjà expérimenté et vu les bienfaits. Ouais, c'est vraiment ça et même, le côté transmettre, enfin je me voyais pas encore dans un métier trop technique et par contre transmettre pour que les gens aillent vers ces métiers-là, tout de suite ça m'a beaucoup plu. Donc, le projet, du coup, qui s'est dessiné, c'était quoi? C'était de faire du conseil en organisation et en gestion du temps, spécifiquement pour les talents dans les entreprises ou les managers, donc c'est un peu ce que j'ai commencé à construire dès, 2023 du coup. Et quand tu as donc ce projet-là qui se crée, qu'est-ce qui est-ce que tu as encore des peurs? Oui, plein. Ça, c'est normal. Oui, oui, plein, déjà au début, même si j'avais fait ce bilan de compétences, dans la réalité, une fois qu'on se retrouve tout seul, devant son ordinateur, sans client, sans projet concret, forcément ça demande, beaucoup. Puis ça faisait peur de passer d'un environnement en plus où il y avait beaucoup de monde, c'était une très grosse entreprise avec des process, avec des choses très cadrées, beaucoup d'horaires de travail et tout d'un coup je me retrouve toute seule chez moi face à mon ordinateur avec, juste mes bonnes idées. Donc forcément, oui, des peurs, il y en avait plein au début. Et comment tu as fait pour les affronter? Ça a mis un peu de temps. Je me suis laissé un peu du temps aussi pour, atterrir, me rendre compte que voilà, c'était une autre partie de ma vie. Heu et après c'était passer à l'action petit à petit, donc commencer à poster un peu sur les réseaux, à construire, mon entreprise, à essayer de proposer des choses, échanger avec des personnes, commencer à voir, où sont vraiment les besoins. Parce qu'au début je savais pas exactement sur quelle cible partir, donc commencer à réfléchir là-dessus. Donc ça m'a bien aidée. Ouais, J'ai aussi c'est se mettre en mouvement c'est ça, passer à qui l'action, ouais. permet de rassurer forcément. Exactement Euh, et après à la fin de l'année, je me suis aussi fait accompagner pour vraiment passer, concrètement à l'action et me forcer un petit peu avec quelqu'un qui me tenait la main, pour avancer. pour la stratégie d'entreprise? Oui, stratégie Ouais. d'entreprise et savoir qui était ma cible, mon projet, mon prix, vers qui j'allais, ma commercial, marketing, tout vraiment Ouais, une offre très complète, trop chouette. ouais. Et au niveau, donc, comment tu as fait pour mettre fin à ton contrat de travail? J'ai démissionné juste en rentrant de vacances, presque, fin août, début septembre 2022. Et tu as pu avoir le chômage? Après coup, oui, j'ai fait un Ça, dossier, c'est quand même la grande question. ouais, avec la loi, je crois que c'était Macron en 2015 ou 2019 peut-être, Ouais, 2019, je crois. Mm. qui a permis, lorsqu'on a un projet de création d'entreprise, avec un gros dossier, et un jury, il me semble que c'est un jury, qui, valide en tout cas si le projet d'entreprise est viable et si c'est le cas, on peut avoir le chômage pendant 2 ans. Et donc, ouais, tu as réussi C'est ça, ouais. donc, du coup, tu as démissionné sans avoir la certitude d'avoir le chômage. À ce moment-là, je savais pas, mais je commençais à être tellement sûre de moi que je me suis dit: «Au pire», et même au-delà de ça, en fait, au pire, je trouverais forcément autre chose à faire,
sans grosse difficulté. Bah, en fait, ta confiance en toi était Ouais. tellement gonflée que tu étais insubmersible. Ouais, j'étais motivée, j'avais envie de tout donner et je m'étais quand même posé la question avant de démissionner, même si j'avais pas encore eu le oui officiel, j'étais quasi sûre que c'était bon. Donc. En lisant tes notes et puis aussi tes enquêtes de satisfaction, tu disais que l'APEC t'avait fait passer un test justement au moment de ton inscription Oui, où ça avait confirmé oui, tout le programme. Et en fait, ça c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que, alors moi j'adore hein, les tests de personnalité, tout ça, je trouve ça hyper, dès qu'il y en a un, je le fais. Mais pour moi, ce qui est hyper important, c'est que ça soit le fruit de l'introspection oui, qui amène au résultat et qu'après on fasse en effet des tests pour confirmer, oui. mais pas que ça, parce que est-ce que enfin, si le test t'avait dit ça au départ, est-ce que tu y serais allé sans avoir fait tout le travail d'introspection? Ouais, je pense pas, hein. Mais c'est là, c'était vraiment ce moment, je me souviens, où je fais tout le questionnaire qui était hyper long et à la fin, je tombe sur ce que je viens de faire en bilan de compétences et je trouvais ça magique comme. Et je suis pas sûre que dans l'autre sens, ce serait arrivé parce que c'est aussi parce que j'ai fait ce trajet-là et je me suis posé toutes ces questions-là que à la fin, ça me paraissait évident que c'était ça. Mais dans l'autre sens, effectivement, je pense que si je faisais un test avant, je suis pas sûre que je me suis dit: «Ah oui, bah, j'y vais, je lance ma boîte là-dessus», ça Ouais, m'étonnerait. Mmh. ouais, hier, je discutais avec une personne et qui me disait, mais si tes clients, ils avaient, ou enfin tes prospects, tes clients, ils avaient une baguette magique, ça serait quoi? Je dis, bah, ça serait de faire un questionnaire et que ça leur dise quel est le métier dans lequel ils seront alignés. Mais sauf qu'en fait, si tu fais le questionnaire, peut-être qu'il va te le dire, mais si tu n'as pas Ouais, fait tout le cheminement de qui tu es, de qu'est-ce qui te fait vibrer, de qu'est-ce qui apporte du sens pour toi, en fait, tu n'y vas pas ou en tout cas, tu as peu de chances d'y aller en étant vraiment confiant. ouais. Mais d'ailleurs, même, des fois, là, quand j'ai eu des moments parce que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, quand je doute un peu, je repars sur ce que j'avais écrit dans le bilan de compétences en me disant: «Mais oui, mais c'est pour ça que c'est bon, qu'il faut y aller, il faut pas il faut avancer» et oui, c'est Parce qu'à la fin, il y a le mode d'emploi. En fait, je me suis dit, on n'a pas été livré avec un mode d'emploi, même si ça se fait de moins en moins. Et je me suis dit, bah, comment on fait pour justement capitaliser là-dessus? Parce que ça soit dans l'entrepreneuriat, le salariat, enfin, dans la vie tout court, on a tous des hauts et des bas et ça fait Oui. partie de la vie. Et justement, de se raccorder à ça, parce que moi, je savais qu'il y avait des moments où je perdais confiance et je me disais, Mmh. mais si, mais en fait, tu peux t'appuyer là-dessus et ça change tout. Oui. Ouais, c'est vraiment, c'est de poser toutes ces questions-là, c'est encore plus fort du coup, quand, maintenant j'explique et je sais pourquoi j'ai fait ce métier-là et c'est d'ailleurs ce que je vois quand j'en parle, à des personnes dans des réseaux, de choses comme ça. En fait, tout mon projet, il vient purement de moi et il fait sens complètement et c'est ce qu'on me dit à chaque fois, que c'est très clair de pourquoi est-ce que je suis là et forcément il est basé intégralement sur ce qui m'est arrivé là donc C'est hyper incarné. ouais, complètement. Et du coup, tu lances Simply Moon en janvier C'est 2023. ça, oui. Là, on est en août 2025. Mmh mh. Est-ce que tu peux nous dresser ce qui s'est passé? C'est à partir de quand tu as pu te payer? Parce que ça, c'est quand même Ouais. la grande question que tout le monde se pose. À partir de quand on peut vivre de son projet? Surtout que toi, tu avais quand même une problématique qui était que enfin, j'imagine qu'en Dolodite, tu gagnais bien ta vie. Mmh. Donc toute l'année 2023, ça a été plus de la enfin de la réflexion sur qu'est-ce que je veux faire, où j'ai fait le fameux programme, de coaching là pour savoir vraiment. Donc à la fin de l'année, l'objectif c'était vraiment d'être au clair là-dessus et j'ai commencé à avoir mon premier client dès septembre, il me semble, ou octobre, 2023. Donc c'est lui qui a aussi confirmé que j'étais dans le bon et que j'allais dans le bon sens. Donc ça, c'était l'année Ouais, par rapport au 2023. marché, parce que en effet, Ouais, voilà, c'est le projet grâce au bilan de compétences et de besoins, tu as pu te dire, bah voilà, moi je sais que je veux faire ça, mais mmh, après, il faut structurer le projet professionnel, enfin, c'est ça. l'entreprise en fait. Et après, il faut confirmer que tout ce qu'on a fait, oui, il y a bien des clients en face et qui sont prêts en plus à intervenir avec moi. Donc Après, ça a moi, été je me permets de te couper, moi oui, j'ai vraiment la conviction et je le vois avec toutes les personnes que j'ai accompagnées, c'est que le marché finalement, comme, enfin, toi, tu avais eu ce besoin. mmh. Donc, il y a forcément d'autres personnes qui ont ce besoin. Et finalement, quand c'est tellement incarné, quand tu es tellement aligné, les clients, tu les trouves forcément parce qu'en fait, tu es à ta place. Bah, c'est ce que je vois sur mes premiers clients. Les premiers clients, c'est assez naturel, en tout cas, dès que une fois qu'on connaît bien son marché, qu'on connaît bien la problématique et qu'on l'a vécu, la c'est même plus du commercial, c'est de la discussion et en fait, on convainc assez facilement.
Donc ça, c'est 2023. Et en plus, en 2023, je suis tombée enceinte en mai, il me semble. Et donc, ça m'a aussi bien occupé l'esprit et physiquement. Donc ça, sur 2024, j'ai fait une pause jusqu'à septembre Attends, 2020. juste, le mine de rien, c'est quand même, enfin, c'est hyper courageux de ta part. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu m'étais, enfin, j'utilise ce mot-là, mais tu disais dans un des questionnaires que ton entourage te disait qu'il te trouvait hyper courageux et tu dis, je ne comprends pas ce commentaire puisque ce choix fait totalement sens pour moi et que c'est presque naturel, je me sens alignée. Le fait de démissionner et de lancer Ouais. ma... Ouais. Et, mais c'est aussi hyper courageux de te dire, voilà, tu as démissionné, tu veux créer ton entreprise et tu sais que tu as un projet de famille. Mm. Ouais, pour moi, c'est... J'allais aussi profiter de... C'est aussi grâce au chômage en France où on peut se permettre pendant 2 ans, en fait, de prendre des risques pour monter une boîte qui fonctionne. Et donc, je me suis dit, en 2 ans, j'aurai le temps de... Si jamais en 2 ans, mon entreprise, elle n'est pas viable, en fait, c'est que l'idée n'était pas bonne ou alors que je suis pas la bonne personne pour le faire. Donc, je me suis permise avec ce temps qui m'était accordé de me dire, bah, en fait, j'ai envie d'avoir un enfant et j'ai envie d'être vraiment là pour lui. Et donc ça matchait complètement et ça a donné aussi beaucoup plus de sens à mon projet où je me dis, en fait, j'ai aussi envie de faire cette activité-là pour avoir plus de temps et notamment pour pouvoir être plus présente avec lui. Ouais, trop chouette. Mm. Ah, enfin, ouais, bravo parce qu'il y en a plein qui. Alors moi, je pense que j'aurais été, enfin, pareil à l'époque. Je sais que Mm. moi, quand le compteur du chômage a commencé, j'avais le tic-tac, tic-tac, tic-tac qui Ouais. me stressait. Et je trouve ça génial de se dire, de le prendre comme tu l'as pris. Ouais, vraiment, je me suis dit, si en fait en 2 ans, c'est pas possible. Et bon, ça a été aussi beaucoup de travail de coaching que je me suis fait accompagner, etc., pour me dire, mais en fait, au pire, à la fin des 2 ans, il se passe quoi? Tu retrouves un boulot salarié. Il y en a quand même assez facilement, surtout si jamais t'as pas trop d'exigences. Si jamais c'est vraiment qu'une histoire, il me faut un salaire à la fin du mois, en fait, il y en aura. Ouais. Donc, j'ai évité, même là, quand le chômage s'est arrêté, j'ai pas du tout eu le stress parce que justement, j'avais eu tout ce temps de préparation et j'avais mis assez d'argent de côté pour me dire, en fait, c'est bon, je vois l'avenir. Et donc, donc non, finalement, même si au début, j'aurais pas du tout eu la même discussion que toi, que ça avec toi, mais oui, finalement, ça s'est bien, bien fait. Et donc là, aujourd'hui, tu en vis. Oui, oui. Tu en vis au même niveau que ta vie d'avant, Pas encore. mais Ça fait c'est OK partie. pour toi. C'est OK pour moi. Déjà, je travaille moins. Donc, en fait, je travaille pas le vendredi. Donc, je me dis, déjà, c'est un peu logique en tout cas, ça me gêne pas de gagner moins, mais de passer plus de temps avec mon fils ou toute seule si jamais des fois il est gardé. Et en plus, ça me gêne pas du tout parce que j'avais un salaire qui était très important et enfin, même à l'époque, ça me gênait d'avoir, enfin, c'est pas que ça me gênait d'avoir autant d'argent, mais en tout cas, je gagnais vraiment bien ma vie et ça me gênait pas de réduire même pour aller dans un autre métier, peu importe le métier. Ouais, et puis, enfin, je sais pas si tu partages, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu parce que quand j'étais directrice marketing, pareil, Mm. je gagnais très, très bien ma vie. Mm. Et, mais j'ai quand même complètement changé ma façon de vivre, en fait, Mm. depuis que je suis alignée. Voilà, là où à l'époque, j'allais m'acheter des fringues très, très, très régulièrement, j'ai plus Mm. ce besoin de, enfin, il y a des besoins, enfin, enfin, c'était pas des besoins, je pensais que c'était des besoins, mais ça n'était pas des besoins, c'était plutôt des attentes de, voilà, d'image, voilà, il y a des choses qui changent dans la vie qui font que du coup, on a besoin de moins d'argent. Oui, bah, c'est vraiment comme j'ai réduit pendant 2 ans là, mon niveau de salaire, en fait, forcément, j'ai dû faire des choix et faire plus attention à plein de choses. Et ça m'a remis aussi qu'est-ce qui est prioritaire pour moi. Et ça remet un peu l'argent à la base de qu'est-ce que c'est. Et donc maintenant, mon objectif, c'est quand même de continuer à en gagner plus, mais de façon beaucoup plus consciente, en tout cas là-dessus. Et j'ai aussi la chance d'avoir un compagnon qui est là si jamais vraiment un jour j'ai un gros souci. Je sais qu'on est deux et ça rassure évidemment. Ça, c'est D'ailleurs, certain. justement, ça va être ma question. Comment il parce que voilà, un projet de reconversion Mm. professionnelle, c'est forcément une histoire de famille, de Oui. couple. Comment lui, il a appréhendé la chose? Lui, il était directement à fond. Enfin, en me disant ça va marcher, il n'y a pas de raison. Surtout que c'est aussi des sujets qu'il connaît, c'est un milieu dans lequel lui, il est encore. Donc en fait, il m'a directement dit, mais évidemment, si jamais moi j'osais le faire, je l'aurais fait. Et donc directement, pas de souci, vas-y, je te fais confiance, ça va fonctionner et on y va quoi. Donc ça a aussi été hyper rassurant d'avoir directement un retour, en tout cas de son côté, c'est même pas aucun sujet, c'est vraiment, bah évidemment, ça, t'es adapté et ça va fonctionner. Donc.
Comment tu écoutes ton intuition? Avant, je l'écoutais pas, surtout ça qui je me suis rendu compte là maintenant que je l'écoutais et j'ai des fois je le sens pas. C'est quand je me pose trop de questions souvent, quand, je vais justement beaucoup voir mon compagnon en disant: «Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Je sais pas» et souvent c'est que c'est non, mais j'ose pas me le dire et que j'ai besoin que quelqu'un le dise à ma place. Donc il a commencé lui à se rendre compte que dès que je posais ça, c'est qu'en fait c'était non et que donc c'est plus, comme ça et par contre quand je sens qu'il y a un oui direct, là, je fonce et j'y vais et en tout cas, là, depuis quelques mois ou années, ça a fonctionné à 100 des cas donc et quand je l'ai pas écouté, je l'ai senti après que j'aurais dû, dire non. Comment tu célèbres tes réussites? C'est encore un peu compliqué, je fais pas forcément quelque chose en particulier. C'est plus, ou alors ça va être, on se fait un petit apéritif, un petit verre ou quelque chose comme ça. Et maintenant, par contre, je le dis aux gens quand j'ai un nouveau client, par exemple, ou quand je suis contente d'avoir, je le verbalise, donc ce qui était pas forcément le cas avant. Qu'est-ce que tu penses que la petite Marie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Elle serait impressionnée. Parce que la petite Marie qui avait peur d'aller au tableau, pour faire une petite dictée, là maintenant, elle est, face à des étudiants, face à des professionnels, devant 50-60 personnes et dirait: «Mais dis donc, il y a du chemin». Trop chouette. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette petite Marie? De continuer, d'oser, de pas écouter les gens. Et vraiment, si ça la tente d'y aller. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Quand la trentaine a approché et que, même si je m'en suis rendu compte après que c'était à l'approche des 30 ans, mais qu'en fait, il y a un autre chemin qui est possible, un autre chemin qui est beaucoup plus aligné, qui est beaucoup plus serein, et qui correspond plus à qui je suis, profondément, en tout cas, et pas forcément ce qu'on attend de moi, à la fois du côté professionnel, du côté, familial. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite, c'est bien dormir, passer du temps en famille. Réussir à aller en vacances, 3 semaines, tous les ans dans un pays qui me fait rêver. Et l'échec? L'échec, mal dormir. Mais difficile cette question. Ouais, c'est pas être bien, pas, ne pas sentir qu'au fond de nous, vraiment en l'intérieur de nous, on n'est pas à l'aise. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi tes renoncements dans cette reconversion professionnelle? Le salaire et le côté social, le côté, j'avais un métier qui était quand même reconnu au niveau société. Ça a été un frein potentiel au moment de ta reconversion? Attends, Oui, parce excuse-moi. que, Attends, je suis désolée. Ça sonne à la porte. Attends, excuse-moi. Pe- Petite interruption à cause d'un livreur. Excuse-moi. Je te laisse reprendre. oui, il y a le côté, j'ai renoncé à ce côté carriériste, en quelque sorte, puisque j'avais fait des études quand même qui me poussaient vers des postes à haute responsabilité dans des grandes entreprises et donc la voie naturelle, ça aurait pu être de devenir directeur financier, directeur général après d'une société et cetera et donc c'était renoncer à ce côté-là carriériste au sens, de la société, pour un métier qui est, complètement différent, en fait et j'ai eu l'impression des fois d'avoir fait tout ce chemin-là pour finalement, revenir en arrière, revenir plus bas dans la hiérarchie alors qu'en fait, pas du tout maintenant j'ai le temps a passé et voilà, mais sur le moment, il y avait ce côté-là quand même qui rentrait en jeu. Ouais, on nous fait toujours cette histoire de cases de la société et on dit on Exactement. sort des cases et parfois on se sent un petit peu perdu. Oui, tu dois bien voir Ouais. à quoi je fais référence. Enfin, alors après, moi je sais que après mon burn-out, j'ai été, enfin, en gros, quand j'étais encore en arrêt maladie, entre l'arrêt maladie, non, j'étais plus en arrêt maladie, j'étais au début de mon chômage, j'avais Mmh. été chassée Ah. par d'autres postes et pour des gros postes et mon corps entier me disait mais Charlotte n'y va pas. Mmh. Après mon ego avait été flatté, tu vois, il y avait un poste, il y a, je sais plus, il y avait 50 personnes dans l'équipe, enfin, Mmh. et je me suis dit mais non, mais en fait tu t'as pas fait un, enfin t'as fait un burn-out. Donc après
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le bilan de compétences et de besoins. C'est que justement, moi, je savais plus qui j'étais, je savais pas ce que je voulais. Enfin, j'étais complètement paumée. Et donc, pourquoi pas moi? Ça s'est vraiment créé pierre après pierre. Et voilà, je savais qu'un jour j'en vivrais, mais j'avais aucune idée de quoi, comment. Enfin, j'aurais pu faire un rendez-vous avec un coach de business, mais je savais pas du tout où j'allais. Mais j'avais cette foi de me dire que ça allait le Mm. faire un jour. Et clairement, au début, je ne savais pas du tout que je créerais un programme, que ça serait assimilé à un bilan de compétences. Ça s'est vraiment fait étape par étape, mais donc forcément, ça a été des questionnements, des doutes, et te dire, mais comment je fais pour... Mais ce truc-là, en effet, les copains, ils te disent, ah, après, moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans mon univers, mais comme toi, je fais un métier un peu à part. Donc, Mm. mais c'est tellement incarné que du coup, en fait, voilà, quand je rencontre quelqu'un, on me dit, vous faites quoi? Je dis, j'aide les gens à aimer le dimanche soir. Et donc, ils se marrent. Euh, Ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas pour le coup de personnes dans mon entourage qui sont entrepreneurs. Ce qui rajoute forcément de la ouais. complexité. Au début, pour ça que j'avais même pas envisagé ça, parce qu'en fait, je suis pas du tout entourée d'entrepreneurs. Mm. Oui, enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que je pose cette question dans dans toutes les interviews du podcast, c'est comprendre d'où les personnes viennent, parce que quand on est, enfin, moi, mon papa est entrepreneur et depuis Mm. que je suis toute petite, je me suis dit que je serais entrepreneuse un jour. Alors, je savais pas quoi, comment. Après, mon ex-mari, lui, enfin, on était en couple, est devenu entrepreneur et on a quand même j'ai pas mal de copains entrepreneurs. Donc, pour moi, c'était évident que ça arriverait un jour, mais il fallait incarner ce projet et pour vraiment que que je le vibre dans les tripes pour y aller. Parce que, comme tu disais, la vie d'entrepreneur, c'est pas. Il y a des moments où on a des doutes, il y a des moments où on a des Mm. peurs, il se passe des choses à traverser. Et si tu le vis pas et que tu l'as pas dans le ventre, c'est quand même plus Complètement. compliqué à vivre. Ça a été quoi pour toi la plus grande difficulté de cette période? C'est la solitude, je pense, qui était un peu compliquée. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis fait accompagner, qu'après je suis rentrée dans des réseaux d'entrepreneurs, parce que j'étais pas entourée autour de moi justement d'entrepreneurs. Et c'est un peu compliqué des fois même si les gens nous écoutent et etc., ils ont du mal à comprendre aussi ce côté-là. Ça veut dire quoi pour toi être aligné? C'est aujourd'hui, enfin hier, ma rentrée en plein mois d'août et d'être contente d'être rentrée, de reprendre le travail à fond et d'avoir plein de choses dans la tête et d'avoir envie de faire plein de choses. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? D'avoir osé, de m'être lancée et qu'en plus ça fonctionne. S'il y a une personne qui n'a pas trop écouté le début de l'histoire, voit que tu t'es reconverti, que tout se passe bien, et qui se dit, mais tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Que la chance, elle a mis beaucoup de temps à arriver parce que ça demandait beaucoup de questionnements, beaucoup de temps et que la chance, ça se provoque aussi un petit peu. Que moi, je crois pas trop à la chance, qu'au contraire, c'est un enchaînement de plein de petites actions et les gens ont tous des très bonnes idées, mais pourtant, il n'y en a pas beaucoup qui passent à l'action. Donc, c'est vraiment un enchaînement de petits pas qui ont fait que maintenant, j'en suis là, mais s'ils veulent appeler ça de la chance, c'est leur terme, mais pour moi, c'est pas exactement ça. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu voudrais partager aujourd'hui? Lever la tête un petit peu de temps en temps et se poser des questions qu'on n'aurait pas l'habitude de se poser ou parler à des personnes qui sont pas dans notre environnement, habituel et c'est vraiment toujours, voir plus grand, se poser des questions, même si au final, on revient sur, ce qu'on fait actuellement et ça nous permet de nous rendre compte qu'on aime beaucoup ce qu'on fait, mais c'est vraiment sortir un peu de cet environnement microcosme qu'on peut avoir des fois naturellement, avec le quotidien. Et c'est quoi les meilleurs conseils qu'on t'ait donnés? Penser grand et envisager plein de choses. C'est quoi tes prochains défis? Prochain défi, continuer à faire grandir ma société, et être encore plus à l'aise dans mon rôle de chef d'entreprise. Ça, c'est un sujet dont on a parlé assez souvent avec le programme En Chemin. Donc, c'est des personnes Mmh. que je suis depuis le début de leur reconversion, et notamment avec Émilie Martinet, qui est décoratrice d'intérieur, qui était dans le marketing avant. Et elle disait justement qu'elle avait du mal avec cette posture de dire je suis chef d'entreprise. Oui, complètement. Au tout début, en fait, je voyais ça presque comme un hobby.
surtout au tout début où on est encore dans le chômage et on se paye pas un salaire, donc on commence à créer son entreprise. Donc c'est normal qu'au début, ça, voilà, et ça a demandé beaucoup de temps pour me dire, en fait, je suis chef d'entreprise et je suis à la tête d'une activité, elle fonctionne, je me paye, c'est moi qui décide tout, c'est moi qui fais tout, et ça demande beaucoup de temps avant de le Ouais, dire, en fait, et de ouais. l'assumer, mais au-delà de le dire aux gens, c'est vraiment de me le dire à moi-même, en fait, alors que je suis chez moi, dans mon environnement, enfin, ça a demandé beaucoup de temps avant d'en arriver là. Si des personnes nous écoutent et qu'elles sont dans leur zone de confort inconfortable, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? De tester des petites choses, ou de faire des toutes petites actions qui les sortent un peu de cette zone de confort inconfortable et de voir ce qui se passe. Tout à l'heure, tu me disais que au début du bilan de compétences et de besoins, tu t'es dit que si un jour tu passais dans le podcast, c'est que ça avait marché. Oui. Ouais, c'est à la fin de ce bilan de compétences, je m'étais dit, si jamais je passe dans ce podcast un jour, ce serait génial parce que ça veut dire que tout le cheminement que j'ai fait, il s'est concrétisé. Et donc, je serais hyper fière de participer au podcast. Et là, aujourd'hui, on est là ensemble, donc je suis vraiment très, très contente et très fière du chemin parcouru. Trop chouette, merci beaucoup. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous? Un conseil de lecture, le livre One Things, qui permet de recentrer, de repartir sur ses priorités et de se concentrer sur une seule chose. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? À toi déjà. J'ai bien envie de te dire merci parce que, je suis tombée un peu par hasard sur ton bilan de compétences il y a déjà, plus de 2 ans, et enfin vraiment il a changé ma vie, et il m'a permis, de progresser à la fois d'un côté professionnel où je suis allée sur une piste où je serais jamais allée avec un toute seule dans mon coin, et même au niveau personnel de m'épanouir et d'être heureuse, aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie, ça me touche beaucoup. Un grand merci pour les personnes. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé de ton activité. J'imagine que tu recherches toujours des nouveaux clients. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et à qui ça s'adresse et comment on te trouve? Alors moi, j'accompagne donc les talents en entreprise, donc notamment des managers qui sont épuisés, qui ont du mal à être efficaces dans leur travail, qui ont l'impression de toujours de ne pas avancer dans leur travail, de finir leur journée sans être satisfaits. Pourtant, ils ont travaillé toute la journée et qui veulent retrouver une meilleure organisation dans leur travail et avoir un équilibre beaucoup plus confortable, en tout cas dans leur quotidien. Donc j'accompagne des PME notamment auprès de ces personnes-là, avec à la fois de la formation et du coaching pour pouvoir les aider à regagner en efficacité, et surtout en sérénité. Ça fait vraiment partie de mon ADN de mieux travailler à la fois en temps et en esprit. Ça se fait en physique ou en présentiel ou les deux? Principalement en physique, puisque je fais beaucoup d'ateliers où je suis avec la personne physiquement à côté d'elle, ou en petits groupes. Donc on va aller travailler, si jamais on travaille sur, j'organise mes emails, j'organise mes dossiers, j'ai envie d'être présente et que, au-delà de leur présenter des choses, qu'on mette en pratique immédiatement. Donc je fais beaucoup en présentiel autour de Lyon. Mais par contre, je peux faire aussi, si jamais il y a des entrepreneurs qui sont en solitaire, en solo, je le fais aussi à distance. Ok, super. Et donc, c'est soit, voilà, ces personnes qui nous écoutent, qui sont salariés, qui peuvent aller voir leur manager en disant j'ai découvert le service d'une femme exceptionnelle, on a besoin d'elle, ou les chefs d'entreprise ou RH qui te contactent, j'imagine. Exactement. C'est surtout, je change beaucoup avec les dirigeants ou les DRH. Donc sur Lyon et aussi sur les zones un peu pratiques d'accès, donc Marseille, Paris, Nantes, aussi si jamais il y a des besoins. Trop Je me chouette. déplace. Donc, Voilà. du coup, pour ton site, c'est Simplymoon.fr. simplymoon avec un Y forcément.fr. Oui. Trop chouette. Merci beaucoup, Marie. Et puis, vous Merci. pouvez aussi suivre Marie sur LinkedIn, Marie Chevalier. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi. J'espère de tout cœur que cet épisode t'aura plu. Rendez-vous sur le site pourquoipasmoi.co pour avoir tous les liens mentionnés. Si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésite pas à en parler autour de toi. Je te donne rendez-vous vendredi pour la newsletter et à dans 15 jours pour le prochain épisode.